Alors, plan Marshall, parce que il y a un constat depuis déjà quelques années, je crois, de plus en plus de voix s'élèvent dans le débat public pour exiger un vrai plan Marshall pour nos langues de Bretagne. Parce que les chiffres sont terrifiants. Voilà, avec les chiffres que nous avons, c'est-à-dire 20 000, même pas 20 000 enfants scolarisés en enseignement bilingue, avec 5 000 locuteurs bretons natifs qui décèdent par an, on ne sauvera pas nos langues. Et on voit qu'il n'y a pas de progression notable. Au contraire, on a ces temps-ci une progression la plus faible qu'on ait jamais eue en 2020 sur le nombre d'enfants scolarisés en filière bilingue. Donc ça ne fonctionne pas. Voilà, donc à un moment donné, il faut regarder les chiffres, se poser les questions, et si nous voulons sauver nos langues, eh bien, dans 20 ans, c'est maintenant qu'il faut réagir. Si on ne fait rien, si on reste sur la même logique, sur la même politique, les mêmes moyens, eh bien, c'est fichu. Voilà, donc ça, il faut le dire aussi aux Bretons, il faut que les Bretons en soient conscients. Donc le plan Marshall, alors c'est évidemment la symbolique du plan Marshall, il paraît que certains jeunes ne connaissent pas, mais bon, en tout cas, ça veut dire quelque chose pour la grande partie de la population, et puis les jeunes l'apprennent aussi, c'est vraiment un sursaut. Et ce sursaut aujourd'hui, eh bien, il le faut, et il faut une véritable volonté politique. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureux, je le dis, et je remercie aussi Daniel Coef, parce que le plan Marshall, on est nombreux à l'avoir porté, et puis aujourd'hui, le plan Marshall, le voilà, il est là. Il tient ces quelques pages et il synthétise à peu près tout ce qu'on pouvait décemment porter pour sauver nos langues. C'est du concret, il est là. Donc moi je suis très heureux, je dois dire, parce que pour un militant des langues, voir au moins ce document et pouvoir le soumettre aux Bretonnes et aux Bretons, c'est quelque chose vraiment formidable. Et cela, quels que soient les résultats de l'élection, mais je pense que nous gagnerons et nous pourrons bien évidemment le mettre en œuvre. Très bien, merci beaucoup. Donc on aimerait savoir comment est-ce que vous avez organisé la réflexion et quelle philosophie, quelle vision des langues vous apportez pour écrire ce plan. Voilà, l'organisation, la philosophie un peu de l'action, c'est la notion des challenges de notre campagne. Donc c'est le projet avant tout, on travaille sur le projet, qu'est-ce qui est important, que veulent les Bretons, et la langue de Bretagne, c'est un des challenges. Donc ça, c'est quand même important, et c'est une façon de travailler tout à fait intéressante, parce qu'on voit bien que les gens n'ont aucune peine à travailler en synergie sur un projet concret au service de nos concitoyens. Ensuite, les langues, eh bien, très vite, on s'est rendu compte que ce sont toujours les mêmes arguments, mais des arguments forts, c'est-à-dire que c'est à la fois un droit, évidemment, de pouvoir enseigner, pouvoir avoir accès à sa culture. C'est un patrimoine. Et quel patrimoine au même titre que les cathédrales. C'est un véritable patrimoine, c'est un trésor. Et la loi Mola qui vient d'être votée actuellement consacre cette notion de patrimoine. Et puis, ça va plus loin que ça. C'est une philosophie, c'est une manière d'être ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, les langues de Bretagne, c'est ce qui nous réunit véritablement. Ce qui fait qu'on est à la fois un peu à part, on a une altérité, et à la fois on est comme les autres, et à la fois différent, et puis on a ça en commun. Et ça, c'est une richesse extraordinaire. Et je crois que dans l'avenir, il y a des véritables dangers pour notre monde. Est-ce qu'on va pouvoir survivre? On se pose ces questions-là avec le péril climatique. Et est-ce qu'on va survivre ensemble? C'est ce que moi j'ai tendance à rajouter, parce que oui, il faut pouvoir vivre ensemble. Et aujourd'hui, la question culturelle, c'est une question centrale. Et si je dois dire que si les jeunes Bretons reprennent une connaissance parfaite de leur langue, de cette part de leur identité, c'est quelque chose de tout à fait positif en termes de vie et de vie avec l'autre. Très bien, merci beaucoup. Et donc, est-ce que vous pourriez nous présenter concrètement les grandes lignes, quelques grandes lignes du plan Marshall Oui, alors les grandes lignes, donc on est parti du constat qui est assez déprimant, comme je vous l'ai dit, parce que les chiffres sont là, les chiffres nous parlent, donc il faut les regarder, il faut avoir le courage de les affronter. On sait notamment que les Basques du Nord, ils sont partis pour sauver leur langue au Pays Basque Nord, parce que 50% des jeunes sont scolarisés en filière bilingue, 50%. Nous sommes à 3%. Alors, il y a quelque chose qui manifestement ne va pas. Le budget, c'est pas même 1% du budget du Conseil régional. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les clous. Donc ce qui est important, c'est la volonté. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir, c'est qu'on est tous conscients qu'il faut une vraie volonté aujourd'hui. Et la volonté, eh bien, elle est là, au niveau symbolique, avec la ratification de la charte des langues régionales. Alors c'est du symbole, mais ratifier une charte qui a été signée par la France, mais pas ratifiée,
nous la ratifions, la région la ratifie symboliquement, envoie l'instrument, la signature à l'organisme international, et surtout on applique ce à quoi l'État français s'était engagé il y a quelques années. Et donc ça, c'est tout à fait possible. La co-officialité de nos langues. Bon, la co-officialité de nos langues, en 2004, nos langues ont été érigées en langue de Bretagne. Cette fois-ci, c'est co-officiel. Ça veut dire qu'il y a un rôle dans les institutions publiques. Ça veut dire que demain, à l'Assemblée du Conseil régional, eh bien, celui qui voudra pourra s'exprimer en breton, en gallo, avec des traducteurs. Ça sera tout à fait un droit. Donc il faut aller jusque-là. Après, si monsieur le préfet n'est pas satisfait, il fait un recours, mais il va très très vite se fatiguer. Il va se fatiguer, voilà. Donc on est dans cette dynamique-là, et c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis, afficher l'objectif de généralisation de l'enseignement de nos langues à l'ensemble de nos enfants. Ça aussi, c'est fondamental parce que, voilà, il faut dire cet objectif politique. Alors, on ne va pas réussir demain et au bout de 6 ans, c'est une évidence, mais en tout cas, c'est l'objectif. Voilà. Il n'est pas normal, pas acceptable que les jeunes bretons n'aient pas accès à leur langue bretonne ou galaise. Donc, c'est la volonté. Ensuite, le plan, il se décline en 3 parties. Une partie visibilité, une partie enseignement, parce que c'est vraiment la clé du succès, si on veut voir perdurer une langue, et puis une partie usage de nos langues dans l'espace public privé. Alors, ce qu'on peut dire sur la première partie, la visibilité, c'est la mise en place d'un parcours civilisation et langue de Bretagne généralisé aux élèves de primaire. C'est un peu ce qui s'est fait dans le département du Finistère, et avec 3 heures par semaine. Et là, nous l'étendrons aussi au gallo, c'est-à-dire que la méthode 15 jours de gallo, 15 minutes de gallo par jour, pardon, sera mise en place. Et ce qui est intéressant au travers ce parcours généralisé d'initiation un petit peu à nos langues, c'est que les jeunes de Haute-Bretagne auront aussi un accès au breton, et les jeunes de Basse-Bretagne auront aussi un accès à la langue galaise, évidemment en proportion. Ça veut dire que ce qui est important, c'est que chaque enfant de Bretagne va pouvoir savoir déjà que ça existe, et va pouvoir quelque part aussi s'approprier ce patrimoine collectif des Bretons. Et le jour où un jeune de Basse-Bretagne va se dire le gallo, ça fait partie de moi, c'est aussi mon patrimoine, on aura gagné, et vice-versa. Donc on est vraiment dans cette logique-là. La toponymie, la signalétique, effectivement, c'est tout à fait important. Il y aura un effort tout à fait particulier pour développer la signalétique bilingue ou trilingue. Et l'objectif, c'est d'arriver, alors on a mis la date 2027, à la généralisation de la signalétique bilingue ou trilingue. Au choix, il n'est pas question de dicter non plus la conduite à tenir aux acteurs et notamment aux communes. C'est-à-dire si en Haute-Bretagne, une commune veut mettre en deuxième nom un nom breton, elle sera tout à fait libre de le faire. Pour autant, il importe quand même de respecter une certaine priorisation. C'est-à-dire que pays Haute-Bretagne, tout à fait normal que la langue galaise arrive en deuxième position, et en Bretagne, évidemment, le breton. Un mot peut-être aussi sur l'Institut de la civilisation bretonne. Ça, c'est important, et ça a donné lieu à des débats entre nous. Est-ce qu'il y a ou pas une civilisation bretonne? On a trouvé ça extrêmement riche, parce qu'on a pris le dictionnaire, pas plus futé que les autres, et on a regardé, et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une civilisation bretonne. Peut-être pas la plus flamboyante, mais elle mérite d'être là, et l'humanité ne serait pas ce qu'elle est si notre civilisation n'existait pas. Donc il y a une civilisation, elle est diverse, il y a l'aspect patrimoine, il y a évidemment les langues, il y a notre histoire, notre rapport au temps, à la mort, énormément de choses. Et notre idée, c'est de mettre tous ces éléments-là dans une grande maison, dans un grand institut de la civilisation bretonne, quelque chose vraiment sans doute sous la forme d'un établissement public, coopération culturelle, avec d'autres collectivités locales, parce qu'il faudra effectivement mettre des moyens, tout ça en relation avec tout ce qui se fait déjà, les structures BCD, l'Institut culturel de Bretagne, etc. L'idée, c'est de réunir peut-être tout ce que la Bretagne recèle de trésors, de richesses, pour le montrer au public, d'en faire un lieu aussi pour nos chercheurs, en récupérant toutes les gloses en vieux breton qui se trouvent dans les musées aux 4 coins d'Europe, les faire venir, parce que après tout, c'est ici que doit être leur vraie place, et peut-être un lieu de mémoire aussi, au sens où ça sera gagné lorsque des enseignants vont pouvoir amener leur classe
à l'Institut de la civilisation bretonne pour leur montrer ce que c'est que nos langues, notre patrimoine. Voilà, donc quelque chose d'extrêmement vivant et puis un geste tout à fait fort. Très bien. Alors, on pourrait peut-être partir sur la deuxième partie qui me semble est consacrée à l'enseignement, qui va de la maternelle à l'université. Est-ce que vous pourriez peut-être développer certains points là-dessus qui est une partie particulièrement importante du plan? Voilà, parce qu'on sent bien que l'enseignement de nos langues à nos enfants, c'est l'essentiel du combat, de la lutte, et c'est sur ce terrain-là qu'il faut gagner. C'est extrêmement difficile, bien évidemment. J'ai dit tout à l'heure que l'enseignement bilingue breton-français, eh bien, effectivement, ça ne fonctionnait pas, c'est vrai, c'est la réalité. Ça ne progresse plus. Alors, nous, on fixe des objectifs suivants, assez forts, c'est qu'en l'espace de 6 ans, donc une mandature de passer des 20 000 élèves à 40 000 élèves, c'est-à-dire de doubler le nombre d'élèves scolarisés en filière bilingue. Évidemment, c'est imposant. Ça veut dire aussi qu'au niveau du nombre d'enseignants, eh bien, il va falloir doubler le nombre de postes créés par an. Évidemment, on imagine de suite les pesanteurs de l'administration de l'éducation nationale, tout ce que ça peut représenter, parce que on ne peut pas dire qu'ils jouent vraiment le jeu. Le nombre de postes offerts au concours tous les ans, dérisoire, nous savons, et en plus, les objectifs affichés dans les plans ne sont pas respectés. Donc, eh bien, il faudra tout simplement une véritable volonté politique, et il faudra aussi aller très très vite, nous le savons, hélas, parce que dans ce cadre juridique-là, on n'a pas les moyens de sauver une langue. C'est extrêmement difficile. Donc, il faudra eh bien, obtenir une compétence linguistique dans le cadre d'une dévolution de pouvoir. Il va falloir que les Bretons se mettent d'accord pour adopter un statut particulier prévu par la Constitution qui donne des compétences en matière linguistique, éducative. Parlons par exemple de la Nouvelle-Calédonie. Alors c'est un petit peu à part bien sûr, mais c'est dans la Constitution. Et en Nouvelle-Calédonie, eh bien, l'enseignement primaire est géré par la collectivité locale de Nouvelle-Calédonie. Ça paraît assez fou pour nous. Donc il y a des compétences à récupérer, budgétaires, fiscales, etc., économiques, environnementales, énormes. Enfin bref, on a tout à construire à ce niveau-là. Et avec cette dévolution de compétences, nous pourrons effectivement réussir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons pensé créer un centre universitaire d'études des pratiques semi-immersives et immersives pour en quelque sorte modifier un petit peu les mentalités. Nous savons que l'éducation nationale et l'Académie de Rennes ne raisonnent toujours qu'en termes d'enseignement monolingue, alors qu'on sait tous depuis que, notamment ceux qui sont passés par Diwan, les bienfaits de l'immersion. En termes de bien-être, en termes d'apprentissage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a tout un logiciel à remodeler, et pour remettre nos langues au cœur du projet éducatif breton, ça c'est quelque chose qui aura aussi un rôle en matière d'évaluation de nos politiques. Obtenir une labellisation parcours plurilingue breton. Ça, c'est quelque chose d'important, parce que si ça ne marche pas, c'est parce qu'une partie des parents dit oui, mais c'est plutôt l'anglais. Voilà. Mais là, on s'aperçoit qu'avec les méthodes linguistiques d'aujourd'hui, notamment la méthode Artigal, les Basques du Sud ont sauvé leur langue grâce à cette méthode-là. Il est tout à fait possible d'introduire l'anglais dans une filière bilingue dès la maternelle, avec également le breton, le gallo. Et le français, ça ne pose aucun problème, parce que les enfants ont cette plasticité-là. D'ailleurs, nous avons procédé à l'enregistrement Gilbert Dalgalian, qui, dans une petite vidéo, nous dit l'essentiel de cette philosophie-là. Donc c'est pour répondre un petit peu aux souhaits des Bretons, évidemment, qui veulent à la fois le respect de ce qu'ils sont, de leur patrimoine, mais aussi s'ouvrir à l'autre. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et il y a eu des travaux, alors je ne sais pas les références, mais des travaux, une scientifique qui a fait des tests, et elle s'est aperçue que les enfants qui étaient baignés dans l'enseignement plurilingue étaient beaucoup moins extrémistes que les autres, c'est-à-dire donnaient des adultes ensuite vraiment ouverts, et des gens qui ne choisissaient pas les extrêmes. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, ce qui est important demain, dans le monde de demain, c'est pouvoir évidemment réussir sa vie, mais voilà, et pouvoir vivre avec les autres. Et là, on a véritablement la clé, quelque part, de ce projet éducatif. C'est quelque chose qui recèle des bienfaits extraordinaires pour l'ensemble de notre société. Cette labellisation, donc parcours plurilingue breton, c'est quelque chose auquel nous tenons. Alors si on nous dit « oui, mais vous n'y pensez pas, si on met plus d'anglais, il y aura moins de bretons, ils seront moins bons en breton ». Voilà comment on raisonne pour beaucoup en Bretagne. C'est faux, ailleurs ça marche. Ailleurs ça marchait, et puis alors, évaluons.
évaluons. Voilà, et pour l'instant, ça n'a jamais été évalué, parce que du côté de Vannes, il y a eu cette tentative-là, et ça donnait des résultats tout à fait importants. Et lorsqu'on a mis un terme à cette expérience, le nombre des enfants scolarisés en bilingue a chuté et divisé par 2. Donc, voilà, donc, il faut essayer, il faut tenter, évaluer, expérimenter, c'est tout à fait important. Alors évidemment, le problème, la point clé, c'est les enseignants. Il va falloir que dans chaque université de Bretagne, structure éducative, eh bien, il y ait une filière d'enseignement multilingue, breton, gallo, multilingue, dans chaque université. Ce n'est pas encore le cas. Et là, il va falloir aider. C'est-à-dire que les aides de la région viennent en aide, viennent assister les étudiants dès la 2e année de licence, de façon à ce que ça rassure aussi, ça permette d'intensifier aussi évidemment les modes de recrutement, parce que vraiment le nerf de la lutte, il est de ce côté-là. Mais pensons qu'avec une véritable volonté politique, eh bien, il y aura comme un déclic psychologique. Si on veut, si la collectivité veut, eh bien, c'est tout le pays qui bouge. Et donc, on verra énormément de candidatures affluer, j'en suis extrêmement certain. Et puis, il y a également une autre chose qui est importante. Regardons sur la Corse. Ils ont créé, avec l'État, un plan massif de formation des étudiants, des enseignants en poste, voilà, aux Corses. Et ils forment actuellement 700 enseignants qui ont leur diplôme pour enseigner aux Corses, sur 5 ans. Vous imaginez à l'échelle de la Bretagne le nombre d'enseignants que ça représenterait. Ça ne pose aucun problème d'organisation en Corse, ils le font. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en Bretagne? C'est à nous de le demander. Voilà, c'est une question simplement de volonté politique, et ça peut être même tout à fait intéressant pour des enseignants qui soient bretons ou pas d'ailleurs, qui veulent venir en Bretagne et qui pourraient y voir un moyen. Bah oui, moi je veux bien faire cette formation-là, comme ça je viendrai enseigner en Bretagne. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Bref, nous avons absolument tout à construire à ce niveau-là, mais je répète encore, il faut de la volonté politique. Le réseau Diwan, bien évidemment, c'est un peu la vitrine de l'enseignement bilingue. Résultat formidable. Actuellement, il y a une baisse des élèves dans le réseau, il faut le savoir, de l'ordre de 300 élèves en moins en 2 ans. Donc il faut aussi s'interroger pour quelles raisons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le réseau Diwan mérite un soutien total de la région à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la campagne de publicité pour évidemment vanter les bienfaits du système bilingue, et puis aussi bien sûr du réseau Diwan. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Aider aussi au fonctionnement comme on le peut. Servir d'assistant juridique, bref, actuellement ça se fait déjà pour la région, mais il va falloir intensifier tout ça, en tout cas être très très présent bien sûr aux côtés de Diwan. Très bien. Donc c'est sûr que l'enseignement est, comme on l'a dit, une part très importante du plan Marshall, et puis pour revaloriser nos langues et les revernaculariser. Mais que faire après l'enseignement? Je pense qu'il y a aussi toute cette problématique de l'usage des langues qui est très importante et qui est mise dans le plan Marshall. Oui. Alors effectivement, maîtriser une langue, c'est bien, mais il faut trouver des vecteurs d'utilisation. Et là, eh bien, l'audiovisuel a un rôle tout à fait important. Et effectivement, nous sommes pour la mise en œuvre d'un véritable paysage audiovisuel breton, en regardant simplement ce qui marche le mieux, avec des fonds publics, le système Via Stella en Corse, c'est-à-dire une direction particulière des FR3, et avec une chaîne capable d'émettre eh bien, en breton, en gallo, avec des programmes locaux à plus de 50%, actuellement c'est le cas de Via Stella. Donc ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, FR3, c'est plutôt FR3 Grand Ouest, ne produit presque rien au niveau local, nous le savons. Donc il y a tout à repenser. Et donc cette chaîne-là, qui émettent donc en TNT, devrait être le fer de lance quelque part de la production aussi, la mise en valeur de nos artistes, parce que tout cela est lié. Une radio aussi sur les 5 départements bretons, ça c'est tout à fait important, de même que la télévision aussi, je pense que ça paraît tout à fait important, sur les 5 départements, cette radio publique, pour sortir un petit peu de cette difficulté parfois pour trouver des programmes en langue bretonne. C'est très bien ce qui se fait avec la Corlab, etc., mais il faut aussi que le service public s'en mêle et que ça donne lieu à des programmations locales le plus possible. Donc, nous avons tout à construire à ce niveau-là.
Il faut évidemment assister tous les créateurs, producteurs de programmes en Bretagne, hein, qui ont un lien avec la Bretagne, parce que c'est fondamental. Tout cela en lien avec les autres chaînes, ce qui se fait déjà, bien évidemment, mais mettre tout cela en relief vis-à-vis des créateurs, notamment de la scène bretonne. On sait qu'elle est extrêmement dynamique, notre scène musicale. Il manque toujours des vecteurs, hein, de diffusion. Alors, cette chaîne, cette radio, c'est quelque chose de tout à fait important, mais il faudra aussi, bien sûr, aider l'ensemble des festivals, l'ensemble des organisateurs de spectacles pour qu'il y ait une programmation bretonne, d'artistes bretons, alors au sens évidemment très très large, parce que c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Donc du soutien à la création culturelle sous toutes ses phases, aux éditeurs aussi de Bretagne. Nous savons que les éditeurs de Bretagne sont des petits éditeurs, bien souvent, qui n'éditent pas trop d'ouvrages, donc il faut les aider, mais mettre en place des aides adaptées, hein, à leurs besoins. Et puis, alors nous avons aussi pensé à l'utilisation de nos langues dans la vie de tous les jours. Et là, nous avons amorcé une réflexion sur des lieux de vie en breton ou en gallo, à partir du kibbutz en Israël. Nous savons que les Israéliens ont sauvé leur langue, l'hébreu, un peu grâce à ça, dans cette optique-là. Mais bon, c'est un petit peu particulier, mais transposé à la Bretagne, ça pourrait donner naissance à des centres recevant du public, de formation genre CAT ou formation professionnelle, destinée à des jeunes bretonnants ou des gens qui veulent véritablement vivre en breton ou en gallo. Donc c'est une réflexion qui est amorcée, mais c'est quelque chose de très important. Et certaines personnes sont déjà au point sur ces sujets-là, ont commencé à créer des petites structures comme cela pour vivre véritablement en utilisant la langue. Et c'est à partir aussi de ces germes-là, quelque part, que nous pourrons sauver nos langues. Alors j'en arrive peut-être au budget. Un budget, c'est quelque chose d'évidemment tout à fait important. Difficile d'avoir... nous savons tout simplement qu'il faut changer de braquet, changer de niveau. Voilà. Et donc, au niveau budgétaire, nous avons pensé que l'alignement sur ce qui se fait encore, c'était encore le plus intéressant, le plus logique. Là-bas, c'est 7 € par habitant, la politique linguistique. Nous, c'est 2 € pour l'instant. À 7 € par habitant, on passe d'un budget de 8 millions d'euros à un budget de 24 millions d'euros. Alors, ça peut paraître important. Bon, faut savoir que, évidemment, ça, c'est sans tenir compte de la dévolution, d'un statut particulier pour la Bretagne qui débloquerait un petit peu tout cela. Les Catalans, c'est plus de 200 millions d'euros. Les Basques du Sud, c'est plus de 200 millions d'euros aussi. On est sur des sommes qui n'ont rien à voir avec tout ça. Et en termes de bienfaits pour la société, pour notre société, c'est tout simplement incommensurable. Et nous avions évoqué les compétences juridiques, le statut particulier qu'il nous faudra obtenir. J'en ai parlé tout à l'heure. L'évaluation, c'est la clé de toute politique. Politique linguistique comme les autres. Il n'est pas acceptable qu'il n'y ait pas eu d'évaluation claire par un tiers extérieur, professionnel, de la convention spécifique qui a été signée en 2015. Pas acceptable parce que, voilà, il faut évaluer une politique. Or, il n'y a jamais eu d'évaluation. Il faut savoir évaluer et affronter. Alors, et puis qu'il y ait un débat démocratique. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. On a le droit de se tromper. C'est compliqué, ces histoires-là. Par contre, on n'a pas le droit de persévérer dans l'erreur. Donc qu'il y ait un débat contradictoire et un débat démocratique sur la politique linguistique que l'on mettra en place, ça paraît tout à fait important.